Allez, je vous propose qu'on se retrouve en lançant cette deuxième session. Alors, on va commencer nos travaux de cette deuxième session, deuxième sur 5. Vous vous souvenez que le week-end du 5-6 mars, on vous a présenté quelques éléments qui vous ont permis de rentrer dans la matière. Vous nous avez laissé des petits messages pour nous dire il y avait du lourd, il y a du lourd, mais on est enthousiaste, il faut que ça fonctionne, il faut que c'est un impact, il faut que les élus nous entendent. On s'est retrouvés aussi en ligne, on a eu 2 heures ensemble, et on a eu la chance d'avoir un scientifique qui a participé aux travaux du GIEC, Thierry Lebel, qui est venu aussi vous apporter quelques réponses à des questions qui étaient restées pendantes, sur lesquelles vous aviez envie d'informations complémentaires. Alors je sais que tout le monde n'a pas participé, c'est pas grave, on va y arriver. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder en ligne sur J'en parle, là, sur notre petite plateforme commune, vous pouvez retrouver les éléments qui ont été présentés et voir un peu l'ambiance qu'il y a eu. Voilà, ça a été aussi une occasion pour échanger un peu plus ensemble. Voilà. Vous vous souvenez peut-être, ou ça fait toujours pas de mal de le rappeler, un peu la trajectoire qu'on va faire ensemble. Le week-end, je le disais, le premier week-end, on a mis en place la convention, on a fait connaissance et puis on s'est parlé des enjeux climatiques. On vous a passé un mandat, on vous a donc proposé de réfléchir sur comment atteindre la neutralité carbone ou participer à la neutralité carbone dans la métropole. Et puis, cette fois-ci, on va vous présenter des pistes, des scénarios qui existent, qui ont été réfléchis à plusieurs échelles nationales. Voilà. On va vous les présenter, on va réfléchir là-dessus et on va vous proposer à vous de commencer à réfléchir à une vision de quelle métropole vous voulez en 2050, intégrant toutes ces problématiques climatiques pour, du coup, faire vraiment un effort conséquent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas être plus dans le détail parce qu'on le fera plus tard, mais c'est ce qu'on va faire ce week-end. Et puis progressivement, vers le mois d'octobre, on va affiner cette vision et ce qu'on veut mettre dedans, sur quoi on veut agir, et on va le faire avec une session qui va se dérouler avant l'été et qui vous permettra de rencontrer des gens. Là, ça va être le moment où vous allez aussi emmagasiner, rencontrer, questionner des tas d'acteurs, pas seulement des gens qui sont des scientifiques, des élus ou des techniciens métropolitains, des gens que vous avez envie d'entendre, des associations, des entreprises, d'autres acteurs institutionnels, et du coup, ça nous permettra d'approfondir. Ensuite, en septembre, quand on se retrouvera, septembre et octobre, là, on va rédiger, on va écrire, on va faire ce que vous avez vraiment à faire pour répondre à la question qui vous est posée. Voilà, je ne vais pas aller plus vite. Je vais donner la parole à Yann Echinard, qui vous accueille en fait dans les locaux de l'université, vous l'aurez compris. Il va se présenter lui-même. Il est vice-président de l'université de Grenoble-Alpes. Voilà. Donc, Yann, voilà, je pense qu'en prenant ce micro, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce matin dans les locaux de l'Université Grenoble-Alpes. C'est pour nous une fierté de vous accueillir dans un des plus beaux bâtiments de l'Université Grenoble-Alpes. Donc on vous a choyé, je pense. C'est un lieu de travail exceptionnel qui est la Massy. Donc, au nom de l'UGA et au nom de notre président, Yacine Laknecht, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Ça marque aussi, je crois, l'engagement de notre université dans les questions en lien avec les transitions, avec les questions écologiques, environnementales. Il y a beaucoup d'équipes de recherche qui sont sur le pont, si vous me permettez cette expression, qui travaillent sur des thématiques depuis de nombreuses années en lien avec les transitions. On le voit, cette marque, dans les laboratoires, dans les projets de recherche, dans les fameux CDP, mais on le voit aussi dans l'engagement au sein de la cité, ce qui n'est pas forcément naturel, ce qui n'est pas forcément automatique, car il y a cette culture de l'indépendance de l'universitaire, de cette mise en retrait, de cette neutralité,
Mais face à l'urgence climatique, eh bien, il y a un certain nombre de collègues qui se sont engagés au-delà de leurs ordinateurs et de leurs manips et de leurs laboratoires, qui rencontrent la société et qui s'engagent. On le voit avec Grenoble Capitale Verte, puisque le conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte est piloté par Magali Talandier, professeure à l'UGA, et 80% à peu près des membres du conseil scientifique, ce sont des chercheurs de l'UGA. Nous retrouvons la même chose grâce à nos deux coprésidents, si je ne me trompe pas, Sabine et Thierry, et le comité opérationnel où il y a des collègues de l'université. Donc ça marque vraiment aussi cet engagement de notre université dans les travaux de recherche et dans la participation à, alors j'ose un mot peut-être un peu fort, mais la vitalité démocratique à l'échelle du bassin grenoblois. L'autre élément, c'est les deux grandes missions de l'université, c'est la recherche mais aussi l'enseignement. Vous savez que Grenoble a signé un accord, a proposé un accord, l'accord de Grenoble, c'est la COP2, ça c'est le rôle de nos étudiants l'année dernière, qui ont fait des propositions très fortes pour que dans nos enseignements, l'on intègre les dimensions environnementales, les dimensions en lien avec les transitions, les dimensions en lien avec le dérèglement climatique. Et dans la foulée, vous le savez, à l'échelle nationale, la ministre, Madame Vidal, avait demandé à Jean Jouzel de rédiger un rapport. Il a mis du temps à sortir de la commission Jouzel, mais il est sorti, et ce rapport Jouzel incite fortement les universités à s'engager sur ces modifications aussi en termes de formation, pour que les questions environnementales soient au cœur de transmission du savoir et de la connaissance. Donc pour nous, ces enjeux-là, à l'échelle de l'université, sont des enjeux centraux. Le deuxième élément que je souhaite aussi rappeler, c'est la vitalité de notre université, de la base. Je suis vice-président en responsabilité sociétale et environnementale. Et c'était la première fois que notre université se dotait d'une telle vice-présidence. Donc on est en poste depuis 2 ans. Créer une vice-présidence, je puis vous assurer, c'est un vrai... Alors le mot combat est trop fort, évidemment, et ce n'est pas le message que je veux faire passer, mais ça demande une énergie importante parce qu'on doit entrer dans les murs, on doit trouver notre légitimité, on part de rien et on doit tout construire. Et on a débuté cette aventure en plein confinement, puisque c'était le premier confinement, mars 2020. Mais au-delà de ces difficultés que nous avons tous traversées, eh bien, l'Université Grenoble s'engage via la vice-présidence, via la mission. Nous avons rédigé un schéma directeur RSE que vous pouvez consulter sur Internet, qui est tout à fait en phase avec le plan climat, air, énergie de la métropole. On s'est appuyé sur des groupes de travail de la base, très bottom-up, pardon pour cet anglicisme, de faire remonter l'énergie de la base, parce que nos collègues sont aussi très concernés par ces questions, et on essaye de travailler en pleine horizontalité, ce qui est un combat. Pardon, je me refuse à parler de combat, mais il me dépasse en réalité. C'est remettre en cause un peu cette pensée française de la verticalité. L'action n'est que verticale. Or, quand on travaille sur ces sujets, on est complètement dans la transversalité, dans l'horizontalité, et ça, on n'est pas préparé dans nos systèmes français, dans notre conception même intellectuelle de l'action. On est toujours dans la verticalité. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on travaille sur les questions en lien avec les transitions. Et puis, donc voilà, il y a cet aspect-là très fort du jeu des acteurs. Je pense que vous allez être confrontés aussi à cette difficulté, de cette transversalité, de la nécessité de rassembler les forces autour de groupes, autour d'axes, autour de schémas, pour avoir une vision claire de ce que l'on veut faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Puis le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, et ce sera le dernier, je vous assure, je ne veux pas monopoliser la parole ce matin, même si j'aurais été heureux de vous parler pendant 2h30, 3 heures, un peu à la Castro. Voilà les profs alors. Non, je faisais référence à Castro, mais voilà. Rassurez-vous, je vais être très rapide. C'est la place des institutions. Voilà. Vous pouvez être très actifs, on peut être très actifs dans nos coins, les individus. Tout est possible avec les hommes, disait Jean Monnet, mais rien n'est durable sans les institutions. Voilà.
Donc on doit travailler au cœur des institutions et les institutions doivent aussi porter les actions des individus. Si on laisse les individus seuls, bien ça ne fonctionne pas. Si on laisse les institutions seules sans les individus, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce travail très important que nous devons réaliser et à l'échelle de plusieurs institutions. L'Université Grenoble-Alpes vous accueille, mais sans Grenoble-Alpes Métropole, nous ne serions pas grand-chose en termes de bilan carbone. Je le disais tout à l'heure en aparté, sans l'arrivée du tramway, il y aurait beaucoup plus de voitures qui arriveraient sur le campus. Sans les voies cyclables, il y aurait beaucoup plus de voitures sur le campus. C'est grâce à ce maillage interinstitutionnel qu'on réussira à lutter contre ce dérèglement climatique. Donc, merci 1000 fois à Grenoble-Alpes Métropole d'être avec nous dans cette aventure transitionnelle. Merci encore infiniment de m'avoir donné la parole et je vous souhaite vraiment plusieurs mois intenses pour changer la donne et faire bouger les lignes. Voilà, on compte sur vous. Et on reste à votre entière disposition, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense que le terme combat, ils ont compris qu'il y avait des choses à faire qui allaient être compliquées. Donc, vos mots ne sont pas trop forts, je pense, pour le collectif qui est là, mais ce n'est pas combattre les uns contre les autres, c'est combattre ensemble. Donc, je pense que ça peut quand même se faire redire. Merci beaucoup. Et alors, ils font comme s'ils étaient dans les coulisses et ils vont rentrer. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Et je ne sais pas si vous voulez être debout ou pas debout. Et Sabine et Thierry, qui sont donc vos coprésidents de ce comité d'organisation. Alors oui, Thierry, Sabine, mais on voudrait faire venir d'abord tous les membres du COMOP. Les voilà en vrai, voilà d'autres. Et puis vous rappelez aussi que durant cette intercession, le COMOP a été élargi à 4 d'entre vous. Donc Jean est là, merci. Evelyne Claudius, qui est là. Claudius. Je n'ai pas réussi à trouver Hélène. Est-ce qu'Hélène est là? Hélène arrive. Et voilà, venez. Donc voilà la composition du COMOP pour cette intercession. Donc on est très content de vous retrouver. On va faire une toute petite présentation à 2 voix. Juste pour vous dire que nous avons beaucoup travaillé durant cette intercession. Donc nous, plus les agents de la métro qui sont constamment présents pour l'organisation de ces sessions, plus Respublica, merci beaucoup de nous accompagner dans ce travail. Et ce qu'on va vous proposer en fait pour cette session, c'est vraiment une projection dans l'avenir, essayer de vous placer en 2050 pour vous demander comment vous voyez la vie sur le territoire métropolitain en 2050. Comment vous voyez dans 30 ans, comment vous voyez la vie avec vos enfants, etc. etc. Voilà, donc ce voyage dans le temps qu'on va vous proposer pour travailler aujourd'hui et identifier ensuite les mesures qui pourront être prises et qui pourront être recommandées à la métro. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver, sincèrement. Donc, vous savez, moi je suis philosophe et je m'intéresse aux questions politiques. Donc, plutôt les questions politiques que les questions de climat, c'est notoire. Et les questions qui sont tournées vers, disons, l'éthique publique et l'usage civique des technologies. Alors, du coup, ma position elle est particulière en philosophe politique non climatologue. Alors, j'observe, comme tout philosophe, et il s'avère qu'on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Enfin, ce truc, il ne sert à rien. Donc, votre parole apparaît trop peu ou trop. C'est amusant, parfois, les mêmes discours des personnes en off me disent « Bon, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas suffisant, et en même temps, c'est cosmétique. » Alors, je me suis dit, voilà, franchement, sincèrement, on est ici pour porter une parole citoyenne tournée vers ces questions, qui sont des questions, en effet, on peut le découvrir avec effarement, d'une complexité inouïe. N'empêche qu'on est ici, et moi, il me semble qu'il importe qu'on fasse le bruit nécessaire.
avec nos partenaires de Res Publica, avec évidemment le soutien constant des personnels et des élus de Grenoble-Alpes Métropole. Je pense que c'est très important, par exemple, qu'on continue de faire savoir, par les réseaux, mais aussi par notre socialité ordinaire, qu'une telle initiative est vertueuse et remarquable. Donc merci d'être ici et continuons. Merci beaucoup. Peut-être juste, est-ce que dans la salle, on accueille des nouveaux? Parce qu'on avait ce qu'on appelle des réservistes, voilà, je cherchais le mot. Est-ce qu'on a des réservistes qui nous ont rejoints et qui du coup découvrent un peu tout maintenant? N'hésitez pas à lever la main. Voilà, bienvenue. On va vous expliquer, essayer de ne pas vous perdre dans toute cette organisation. Mais les personnes qui sont devant vous sont donc les personnes qui sont au comité d'organisation de cette convention. C'est eux qui réfléchissent entre chacune des sessions et voilà, au programme qu'on va mettre en œuvre, à comment on va le mettre en œuvre. Donc il y a des chercheurs, des universitaires, des citoyens qui travaillent ensemble, des experts, et puis il y a, on a dit Res Publica, c'est les animateurs. Voilà. Donc c'est l'équipe qui a l'habitude de mettre en place des processus comme celui-ci et qui fait en sorte que vous soyez bien embarqués, que la mayonnaise prenne entre les sujets, le programme, la science, le rythme que vous pouvez avoir, etc. Donc en gros, voilà, c'est tous ces gens-là qui réfléchissent. Ça fait quand même une bonne vingtaine de personnes et on espère que le programme qu'on vous a concocté va vous aller. Je vais vous le présenter, mais peut-être juste avant, sachez aussi qu'en plus de tous ces gens-là qui réfléchissent, vous avez auprès de vous, pour vous, dans le dispositif, et ils participent aussi à l'organisation, enfin à la préparation, ils écoutent, hein, elles écoutent, des garantes qui vont peut-être se relever, qui sont là, toutes les deux, Marie-Christine et Marie-Sylvie. Marie-Christine est donc une personne qui est issue du monde associatif, du Conseil de développement métropolitain et qui connaît très bien le périmètre, enfin qui connaît très bien le territoire et les acteurs. Et Marie-Sylvie réside en Isère, c'est ça, et a été membre de la Convention nationale pour le climat, donc elle a traversé ce que vous êtes en train de traverser. Toutes les deux, avec Loïc Blondiot qui n'est pas là, mais qui est un référent en France sur ces questions de participation, elles sont là pour vérifier, entendre qu'on ne vous oriente pas, qu'on vous donne le temps de vous exprimer, etc. Si vous avez des réclamations, des besoins, des envies, des attentes, n'hésitez pas à vous adresser à elles. Pendant le week-end, vous avez aussi le droit de nous dire, venir nous dire des choses. Nous, on réagit aussi vite parce que c'est important pour nous. Voilà, vous pouvez regagner, si vous voulez, vos sièges pour qu'on puisse engager maintenant ces travaux. Je vais juste vous détailler. Vous avez reçu le programme? Vous l'avez compris? Est-ce que je vous explique quand même? Ouais, je veux vous entendre un peu. Hein. Là, le week-end, la parole va vous être beaucoup plus donnée que le week-end dernier, enfin que la première session. Il va y avoir beaucoup moins de temps ici dans cette salle, beaucoup plus de temps dans les groupes, mais à chaque fois, il va y avoir des introductions ou des échanges ici en plénière pour pouvoir soit du coup partager tout ce qu'on a fait dans les groupes, soit pour pouvoir entraîner nos réflexions. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui notamment? On a déjà fait... Enfin non, on n'a pas fini là. On a fait l'ouverture, mais par contre, il va y avoir donc une première information sur des scénarios qui sont donc des projections possibles dans l'avenir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça va être présenté du coup par des spécialistes de ces questions-là. Ils vont vous expliquer d'où ils parlent et pourquoi ils parlent aujourd'hui, mais ils vont vous présenter des scénarios qui sont issus de l'Agence nationale pour l'énergie et la maîtrise de l'énergie, l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Après, on fera une petite pause et on partira en groupe. Et vous allez voir qu'on est en groupe jusqu'à 15h pour revenir ici et parler avec une spécialiste des questions de la justice sociale et climatique, parce que vous allez vite le comprendre, transformer la société, ça veut dire faire des efforts assez considérables. Et la question de la justice sociale, vous vous souvenez, elle est dans la question. Comment est-ce qu'on va transformer nos actions, la société, les institutions, l'économie, tout ça
tout en étant juste socialement. Donc on va avoir un temps spécifique là-dessus. Vous allez dire quels sont vos points d'alerte, en fait, vos points de vigilance, et on va échanger avec une personne qui pourra vous apporter un regard et une réflexion là-dessus. Donc on va faire ça cet après-midi. Et puis à nouveau, on repartira en groupe en fin de journée. Pour là, être beaucoup plus dans la projection et vous exprimer sur une vision. Mais de toute façon, on va vous le redire à chaque fois, hein, chaque étape, mais vous voyez ce qu'on vous dit. Et puis ce soir, j'espère que vous avez apporté quelques petites choses à manger pour juste passer un petit moment un peu plus détendu ensemble, parce que là, on va à nouveau vous faire bosser, réfléchir, mais on se dit que c'est sympa aussi de faire connaissance. Donc, on va faire un buffet participatif. Ça y est, vous pouvez cocher la case. À l'espace de la vie étudiante, c'est à 300 mètres d'ici, donc on se fera en plus une petite balade pour y aller. Et demain, on va poursuivre, on va partager tout ce qu'on se sera dit dans les groupes en début de matinée. Et on aura une session, vous voyez, quand c'est jaune, ça veut dire que... Ah non, ça ne veut rien dire du tout. C'est malin, hein, ils me font des petits trucs. Hein. J'essayais de changer pour que vous ayez à lire, mais non. Bon, mauvaise pioche. Donc, on aura une séquence d'informations avec des membres plusieurs directeurs d'institutions, alors de la métropole et d'organisations qui s'intéressent à l'évolution de la métropole, qui vont venir vous présenter des possibilités d'action pour atteindre les différents scénarios. Vous voyez, donc, ça va être juste une présentation principale et surtout la mise à disposition auprès de vous de personnes qui vont pouvoir venir pendant que vous travaillez dans les groupes. Donc vous allez travailler, mais vous aurez ces personnes qui vont, voilà, à qui vous pourrez poser des questions pendant que vous réfléchissez à la métropole bas carbone que vous voulez. Et là, ça va être vraiment une projection de vision. On aura donc le matin et l'après-midi pour le faire, et on mettra en commun nos visions dans la soirée, avant de se quitter. Voilà, bon, on reviendra à chaque étape. On espère que voilà, le temps de travail en groupe aussi nous permettra de plus discuter, plus vous entendre, et c'est l'objectif. Vous avez noté dans vos calepins les prochaines dates ? Ouais. Alors, celle du 18-19 juin, vous le savez, mais là, je vous l'annonce. Mardi 31 à 18h30, on se parle en ligne. S'il y en a qui n'ont pas réussi à se connecter ou qui ont eu des difficultés la dernière fois, n'hésitez pas à venir vers l'équipe. Si vous pouvez juste vous manifester, Camille, Madison, Ophélie qui sont en bas, il y a Tom aussi. Allez leur dire, moi j'ai pas pu me connecter à l'intercession, enfin au webinaire en ligne, et ça me plairait de pouvoir le faire, aidez-moi. Et je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, ce matin, ici en plénière, et on va commencer les travaux. Ça vous va ? Vous êtes à fond ? Ok. Eh bien, Gilles Laurent. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors attendez, j'ai trop de choses à mettre dans mes mains là. Je crois que je vais changer de côté, comme ça vous ne regarderez pas toujours du même côté. Alors, première séquence de travail avec 3 personnes que sont Clément Frossard. Je crois que vous l'aviez déjà un peu aperçu lors de la première session. Il travaille à la métropole et il est chargé de mission prospective. Et puis 2 autres personnes, Pascal Chariot et Benoît Prunel. Le premier est président du bureau d'études Enerdata qui, comme son nom le laisse deviner, est spécialiste à la fois dans les énergies et dans la data, c'est-à-dire dans les données, pour parler en français de France. Et Pascal et Benoît travaillent ensemble pour la métropole de Grenoble sur un certain nombre de choses qu'ils vont vous expliquer, mais particulièrement sur la mise en place ou la territorialisation, c'est-à-dire la mise à l'échelle de la métropole, des scénarios de l'ADEME, dont parlait à l'instant Sophie, qu'ils vont vous présenter dans un instant. Le but de cette session, notre objectif pour demain soir, c'est que vous ayez tous ensemble
dessiner la société dans laquelle vous voudriez vivre en 2050, sachant qu'en 2050, l'idée c'est d'être dans une société bas carbone, une société, donc ils vous expliqueront ce que ça veut dire, dans laquelle on ne produit pas plus de carbone que ce que le système planétaire peut absorber. Quelle est votre vision de cette société, ou plus exactement, quelles sont vos visions de cette société? Ça, c'est notre objectif du week-end. Il se trouve qu'avant nous, heureusement, il y a d'autres gens qui ont réfléchi à ça, ils vous les présenteront, et il y a notamment l'ADEME qui a présenté 4 chemins possibles, et c'est ces chemins-là que Pascal et Benoît vont vous présenter. Et en attendant, Clément va vous expliquer ce que c'est que justement la prospective, le fait de faire des scénarios, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Clément Frossard, je suis chargé de mission prospective à la métropole de Grenoble. Donc on m'a chargé de vous expliquer ce que c'est la prospective. Donc jusque-là, je devrais pouvoir y arriver. Mais en 10 minutes et de manière pédagogique, c'est pas toujours évident. Si je devais le résumer en 2 mots, la prospective, c'est une discipline qui est orientée vers l'avenir, vers le futur. Si je commence à rentrer un peu plus dans le détail, c'est en gros l'ensemble des recherches, des travaux qui essayent d'analyser, de documenter les évolutions techniques, sociales, économiques, environnementales de notre monde moderne à un horizon donné. Donc cet horizon, pour le coup, et par rapport aux travaux qui vont vous être proposés, présentés plus tard, ce sera l'année 2050. Un exercice intéressant quand on essaye de définir quelque chose, une notion, donc la prospective en l'occurrence, c'est de commencer par dire ce que c'est pas. Parce que ça permet comme ça de mettre de côté quelques idées reçues ou quelques préjugés. Donc je vous le dis tout de suite, la prospective, c'est pas la boule de cristal, c'est pas Madame Irma et c'est encore moins 3615 voyance. La prospective, au-delà d'être une démarche scientifique cadrée, bien calibrée, qui a ses propres méthodes, c'est une attitude et une posture vis-à-vis du futur. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce tennisman ? En fait, c'est une métaphore que j'aime bien utiliser pour décrire un peu les postures et les attitudes qu'on peut avoir, nous hommes et femmes, vis-à-vis du futur. Toujours pas simple de se projeter dans quel sera notre futur. La première des postures qu'on peut avoir, c'est celle d'être passif. C'est un peu de subir le changement. Donc, si je tire ma métaphore avec mon tennisman, c'est le tennisman qui se fait complètement balader sur le terrain, qui subit l'échange en fond de cours et qui perd lamentablement, quoi. Ensuite, on peut commencer à être un peu plus réactif. C'est l'image du pompier et du coup, c'est aussi l'image du tennisman qui arrive à essayer de réagir. C'est-à-dire, bon, ok, il se fait balader, mais il arrive à renvoyer la balle, il arrive à se replacer à peu près et, mal en bon an, il arrive à s'en sortir à peu près. Ensuite, on peut commencer à être préactif. C'est-à-dire que là, on va se préparer au changement. C'est-à-dire que si je pousse ma métaphore, le tennisman, il va commencer à analyser ce qui se passe. Donc il va commencer à analyser le jeu de jambes de l'adversaire, à essayer de comprendre quel sera son prochain coup, à essayer de se replacer au milieu du terrain pour anticiper son prochain déplacement, etc. Donc là, on commence à être préactif et à se préparer au changement qui va arriver. Et ensuite, la dernière posture, c'est celle de la proactivité. Donc là, c'est agir pour provoquer un changement qu'on souhaite. Et donc, si je tire ma métaphore jusqu'au bout, eh ben, c'est le tennisman qui va monter au filet pour clore l'échange ou placer une amortie dévastatrice qui va lui permettre de gagner l'échange. Il agit pour provoquer un changement. Ensuite, je voulais vous présenter 5 principes à retenir de base pour essayer de mener un exercice prospectif. C'est pas moi qui les invente, c'est un monsieur qui s'appelle Gaston Berger, qui est un philosophe du début du XXe siècle, également fonctionnaire, qui a beaucoup écrit sur la prospective, qui est considéré un peu comme le papa de la prospective en France. Et il a énoncé ces 5 principes de l'anthropologie prospective, comme il l'appelait. Alors, forcément, vous l'avez compris, prospective, on essaie de voir loin. Pourquoi on veut voir loin ? Alors, on veut voir loin d'abord parce que ça nous permet de nous détacher des contraintes du présent. Et surtout, ça nous permet de nous détacher des conséquences et de l'incertitude et des conséquences des actes qu'on va poser à court terme. Donc ça nous permet en fait de gagner en sérénité dans nos réflexions et d'aller chercher
vraiment à long terme un objectif et d'y réfléchir sereinement. Mais du coup, comme on va effectivement regarder à long terme, on a un autre besoin, c'est du coup de multiplier les expertises et de les croiser. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se dire, si je vais réfléchir à long terme, je vais devoir croiser mes expertises économiques, sociales, philosophiques, psychologiques, géographiques, etc., etc. Ensuite, les 3 autres principes, c'est on a besoin d'analyser en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de vraiment rechercher les facteurs de changement. Qu'est-ce qui va être moteur dans le système que je vais étudier? Qu'est-ce qui va vraiment faire évoluer les choses? Donc on a besoin d'analyser en profondeur et de chercher les facteurs de changement. Ensuite, forcément, on a besoin de prendre des risques. Pourquoi on a besoin de prendre des risques? Parce que quand on réfléchit au futur, forcément, on est tenté de réfléchir selon notre mode de pensée du présent, actuel. Sauf qu'il est pas forcément, ce ne sera pas forcément celui qui s'appliquera dans l'horizon qu'on est en train de chercher, donc par exemple 2050. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être hardi dans la réflexion, il faut quand même ne pas hésiter à pousser des nouvelles réflexions, et voilà, il faut savoir prendre des risques. Et puis surtout, il faut toujours penser à l'humain, parce que c'est lui qui va trouver, c'est ici qu'on va trouver les intentions fondamentales, parce que c'est nous, hommes et femmes, qui vont essayer d'aller vers ces trajectoires-là en 2050. Une autre image assez intéressante pour vous illustrer ce qui va se passer. Donc vous voyez je ne sais pas si ça marche ça. Donc là vous avez le T0, donc ça c'est aujourd'hui, donc 7 mai 2022, je ne sais pas quelle heure il est, 10h, à la Massy. Ce qui va vous être présenté en fait aujourd'hui, c'est le champ des possibles, c'est tout ça. C'est-à-dire que typiquement quand on fait de la prospective, on va tirer plusieurs scénarios en disant qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est envisageable dans l'horizon qu'on va fixer. Donc en 2050, il est envisageable et possible qu'il se passe ça, 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 ça. Et ensuite, vous, et comme le disait Gilles Laurent, vous allez travailler sur ce qu'on appelle le champ des souhaitables. C'est-à-dire que parmi ce qui est possible, vous allez collectivement dire non, nous, on aimerait bien plutôt aller vers ce type de vision-là, ce type de scénario, ce type de société. Et ensuite, parmi ces visions, il y aura forcément plusieurs manières d'atteindre les objectifs et les visions que vous aurez posées. Donc, ils vous resteront des options stratégiques, des actions que peut-être vous hiérarchiserez, vous prioriserez pour vos propositions à la fin de cette convention. Ensuite, on m'a également demandé de vous présenter très rapidement comment est-ce qu'on procède pour réaliser des scénarios. Alors, je vais essayer de le faire simple. Un scénario, il s'applique d'abord sur un territoire. Donc, pour le coup, nous, par rapport à ce qu'on travaille avec notamment les collègues d'Enerdata, ce territoire, c'est la métropole. Typiquement, quand on fait de la scénarisation en prospective, on fait, excusez-moi du jargon, ce qu'on appelle une analyse structurelle. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le territoire, on va le découper en briques, en variables ou en éléments du système. Donc ces briques, ça peut être la mobilité de ce territoire, l'économie de ce territoire, sa démographie, etc., etc. Et en fait, pour chacune de ces briques, on va réaliser des hypothèses contrastées d'évolution. J'insiste sur le terme contrasté, parce que l'idée, c'est de montrer des évolutions différenciées. Et en fait, ces hypothèses contrastées d'évolution, on ne va pas juste les sortir comme ça, on va les construire en fonction, grosso modo, de 3 choses. Soit on va les construire en tirant des tendances actuelles qu'on observe, donc des choses qui se jouent maintenant, qu'on va considérer, qu'elles vont continuer de se poursuivre jusque l'horizon qu'on fixe, donc par exemple 2050. On peut aussi amener des ruptures, donc en disant, donc là, cette variable-là, je vais imaginer qu'elle va complètement se transformer et qu'il va se passer autre chose. On peut amener une rupture, et on peut aussi faire évoluer ce qu'on appelle des émergences. Une émergence, peut-être ça vous dit quelque chose aussi, parfois on parle de signaux faibles. Ça se ressent, on l'entend parfois dans le débat politique. Je vais essayer de vous illustrer ce que c'est une émergence et un signal faible en vous présentant quelque chose qui n'est plus un signal faible, mais qui a souvent été considéré en prospective comme en étant un, qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est le télétravail. Pendant très longtemps, le télétravail était considéré comme une émergence, un signal faible de l'organisation du travail en France. Et depuis l'expérimentation généralisée de 2020 et la crise sanitaire, où tout le monde s'est mis à télétravailler, enfin en tout cas énormément de travailleurs en France sont mis à télétravailler, les organisations se sont adaptées dans le privé et dans le public, et aujourd'hui on observe que le télétravail se déploie massivement. Donc c'est une émergence qui ne l'est plus, donc ça aurait pu être
dans des scénarios qu'on aurait pu tirer dans les années 80-90, en disant le télétravail va se développer à l'horizon 2020. On m'a demandé aussi de vous définir en quelques mots, même si ça a été fait et refait, la notion de la neutralité carbone. Alors, cette image, elle est pas mal parce qu'elle résume bien et simplement ce que c'est. En fait, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'un territoire et la capacité de ce territoire à absorber ces émissions de gaz à effet de serre par les puits de carbone, donc, que sont principalement les forêts, les océans, forêts, océans et sols. Et en fait, excuse-moi Clément, oui. C'est bien une balance et non pas un double bougeoir. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça peut être perturbant. Et en fait, cette notion, elle prend tout son sens à l'échelle de la planète, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, on a besoin d'atteindre cette neutralité planétaire pour pouvoir stopper le niveau d'élévation de la température moyenne. Le jour où on arrivera à cet état d'équilibre à l'échelle de la planète, on arrêtera de faire augmenter la température de la planète. Et en fait, cette notion-là, du coup, quand on essaye de l'appliquer à l'humanité, on s'engage entre États pour essayer de le faire. C'est ce qui s'est passé avec les accords de Paris en 2015. Donc l'État français s'est engagé à essayer d'aller vers cet état d'équilibre de neutralité carbone. Et en fait, la question que nous, métropole, nous sommes posée, c'est comment est-ce que le territoire métropolitain il peut prendre sa part pour contribuer à cette neutralité carbone nationale et mondiale. Alors vous le verrez, on rentrera plus en détail là-dessus, mais la stricte neutralité carbone appliquée à la métropole, c'est pas forcément évident. Vous l'imaginez, un territoire urbain aura plus de difficultés parce qu'il a moins de capacité d'absorption, bien que la métropole est plutôt bien lotie, parce que c'est un territoire qui compte beaucoup de forêts sur son territoire. Voilà, j'espère vous avoir bien introduit la prospective, assez rapidement. Et je vais passer la main du coup aux collègues d'Enerdata qui vont vous présenter la suite. Merci beaucoup. Merci Clément, bonjour. Donc, moi je m'appelle Pascal Chariot, je suis président d'Enerdata. Donc Enerdata, c'est une entreprise qui est basée à Grenoble, qui est née à partir du CNRS et de la fac de Grenoble, qui était à Saint-Martin-d'Air donc jusqu'à il y a 10 ans, et maintenant on est près de la gare, ce qui est aussi pratique. On est une soixantaine, et notre métier, c'est d'accompagner des organisations à comprendre ce qui se passe en termes de consommation d'énergie, production d'énergie, émissions de CO2, à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Parce que faire des scénarios, si on ne comprend pas bien ce qui se passe dans le passé, c'est facile, mais ce n'est pas toujours très utile. Et typiquement, donc, on fait ce genre d'exercice. Donc je vais juste introduire ça, puis passer la parole à Benoît. Voilà des exemples d'exercices de scénarisation. Alors nous, on en fait pour des pays, des gouvernements, des agences de l'énergie, comme l'ADEME, mais dans d'autres pays. On le fait pour l'Union européenne parfois. On va le faire souvent avec l'Agence française de développement, l'AFD, ou d'autres instances de ce type-là, qui sont des acteurs majeurs, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, et c'est eux qui aident aujourd'hui à des pays qui n'ont pas de moyens en développement à faire ce genre de scénario. Donc on a travaillé récemment en Algérie, au Maroc, on travaille en Indonésie, en Amérique latine. Si on revient sur la France, il y a eu récemment plusieurs exercices, dont certains vous avez peut-être entendu parler. RTE, donc, qui gère le réseau électrique, qui a fait des scénarios électriques, pour le coup, à l'automne dernier, qui ont été publiés. Il y a le scénario Négawatt, c'est un exercice qui est fait depuis pas mal d'années, à chaque fois qu'il sort avant la présidentielle, comme celui de l'ADEME, pour alimenter les débats. Donc, c'est un scénario qui est basé sur des options fortes en termes de sobriété, d'efficacité et de renouvelables. Il y a le Shift Project qui a fait des scénarios, alors là carrément de développement économique. Et il y a les scénarios de l'ADEME dont on va parler. Il y en a d'autres. Actuellement, on travaille, nous par exemple, avec le ministère de la Transition écologique, ça s'appelle comme ça, me semble-t-il, qui fait les scénarios de la France. La France, tous les 2 ans, comme tous les pays européens, doit mettre à jour des scénarios et s'engager dessus vis-à-vis de l'Union européenne. L'Union européenne est engagée, vous le savez peut-être, maintenant dans un projet avec le Green Deal qui vise à baisser les émissions de 55% d'ici 2030. Et donc la France est en train de travailler pour faire évoluer sa loi, etc., ses projets pour ça. Donc on fait cet exercice.
Les scénarios de l'ADEME, c'est particulièrement intéressant parce que c'est plusieurs scénarios. Donc ce qu'on va vous présenter, d'ailleurs, c'est nous, on a travaillé avec l'ADEME, mais c'est vraiment les options de l'ADEME. Mais par rapport à d'autres, alors RTE a aussi plusieurs scénarios, et c'est très intéressant quand on fait de la prospective de regarder plusieurs possibles. Et d'ailleurs, a posteriori, il n'y en a jamais un qui est exactement celui qui se passe. Il n'y a aucun scénario qui avait prévu la pandémie, la guerre en Ukraine, etc. Les scénarios sont, je ne vais pas redire ce qu'a dit Clément, mais les scénarios permettent d'éclairer des décisions politiques. Et donc, on commence par, quand on fait des scénarios, par décrire une histoire, et on essaie de regarder les conséquences que peuvent avoir tel ou tel choix pour prendre des options. Et c'est exactement ce qu'a fait l'ADEME. L'ADEME présente des scénarios qui sont assez vraiment caractéristiques, qui vont loin. Il y en a 4, vous allez le voir, et ça pose des questions. Sans donner les réponses, l'ADEME est au service de l'État, donc ça amène des éléments de décision, de débat citoyen, politique. Donc c'est là que c'est très intéressant, c'est de poser les bonnes questions et pas juste dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà, en guise d'introduction, je vais passer la parole à Benoît qui va vous présenter ces scénarios de l'ADEME. Alors nous, il se trouve qu'on a travaillé avec l'ADEME pour les faire et que donc actuellement, on a un projet avec la métropole dont on ne va pas parler là aujourd'hui, mais qui consiste à les décliner de manière concrète. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les présenter au niveau national, ces 4 scénarios et ce qu'il y a derrière comme question, comme option, comme problématique, voilà, sachant qu'aucun n'est idéal. Merci Pascal. Allez, il est 9h, un peu plus de 9h30. Je vous embarque pour une bonne demi-heure d'explications sur ces scénarios ADEME. Vous connaissez peut-être l'IGN qui fait des cartes de randonnée. L'IGN est un opérateur de l'État qui produit, qui aide les citoyens à se repérer sur le territoire national. Et l'ADEME est aussi un opérateur de l'État qui aide beaucoup les entreprises, l'État lui-même et aussi les citoyens à naviguer les questions énergétiques, de maîtrise des déchets, de qualité de l'air. Donc c'est l'agence de la transition écologique. Alors moi-même, j'appartiens à Enerdata et je vais vous présenter des choses qui sont élaborées par l'ADEME, mais je ne suis pas de l'ADEME et je ne parle pas au nom de l'ADEME. Alors voilà, on va prendre des jumelles et on va regarder ce qui se passerait en 2050 si on faisait des choix aujourd'hui par rapport à tout un tas de questions. Et avec un objectif qui est la neutralité. Alors, pourquoi ces scénarios ? Il y a déjà eu des trajectoires faites, mais en fait, quand on regarde une montagne et qu'on se dit « je veux monter au sommet », on ne peut pas monter à la fois par la face sud et la face nord. On est obligé de faire des choix. C'est absurde de vouloir monter au sommet en envisageant de le faire par 2 faces en même temps. Eh bien, quand on va vers la neutralité, c'est un peu pareil. On est obligé de poser des choix et de regarder les conséquences des choix. Est-ce que c'est mieux de passer par le nord ou est-ce que c'est mieux de passer par le sud ? C'est un petit peu ça, l'objectif de cet exercice de scénario. Et l'ADEME a lancé une démarche vraiment complexe, puisqu'elle a fait travailler à peu près une centaine d'experts pendant 2 ans. Et je vais essayer de vous restituer les premiers résultats de ces travaux d'une centaine d'experts. Et le travail qui a été fait cette fois-ci est très original, parce qu'il essaye de brasser le plus de questions possible, à la fois dans l'énergie, mais aussi dans les transports, le bâtiment, la construction, mais aussi la consommation de matériaux, la consommation de foncier. Voilà, ça brasse énormément de choses. 2 mots sur la méthode. Comment est-ce que l'ADEME a travaillé pendant 2 ans ? D'abord, en premier lieu, elle a construit des récits, c'est-à-dire une façon un peu imagée, narrative, d'imaginer comment sera construit notre prospérité de demain, notre vie quotidienne de demain, et qu'est-ce que ça suppose en termes de fourniture de biens, de services et de consommation d'un certain nombre de ressources. Ensuite, elle s'est attachée à modéliser
par sous-secteur. On a décomposé un gros problème en problèmes un peu plus petits et en faisant travailler des experts sectoriels. Donc, par exemple, nous-mêmes, Enerdata, on est intervenus sur les bâtiments, le transport, et puis surtout sur l'outil intégrateur, qui ensuite, on a rassemblé le travail des différents experts pour voir ce que ça donne en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, pour l'essentiel. Et aujourd'hui, le projet, il en est à peu près ici, à la fin du gros paquet numéro 3. Et l'ADEME est en train de produire des analyses complémentaires, puisqu'on ne va pas regarder juste les gaz à effet de serre et l'énergie. On va s'intéresser à d'autres dimensions de ces scénarios, que sont par exemple la macroéconomie. Est-ce qu'on va créer de l'emploi avec ces scénarios? Que sont la consommation de biomasse, la consommation de matière, l'acier, l'ammoniac, le chlore, un certain nombre de matériaux clés qui sont indispensables pour notre monde d'aujourd'hui. Quand on fabrique du ciment, quand on met des rails, quand on met des infrastructures, on consomme beaucoup de matière. Et on va regarder aussi les impacts sociaux, environnementaux, les impacts sur la qualité de l'air, la robustesse, c'est-à-dire est-ce que c'est des scénarios cohérents, est-ce qu'on pense que ça va vraiment tenir la route, et on va s'intéresser aussi à des sous-filières de l'économie pour voir les conséquences que ça a. Par exemple, une filière importante, c'est la filière du ciment. Que va-t-elle devenir en 2050 ? Donc toute cette partie en vert est toujours en cours et l'ADEME publie tous les 3 mois des nouveaux résultats d'analyse. Moi aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur le premier objectif qui est les gaz à effet de serre et l'énergie, puisque c'est 2 sujets extrêmement liés. Alors, c'est écrit tout petit, n'essayez de pas tout lire, mais c'était pour simplement vous montrer la diversité des sujets qui ont été brassés dans ces scénarios. C'est une approche macro. On essaie, comme disait Clément tout à l'heure, de le prendre de la façon la plus large possible. Donc on va s'intéresser à des questions de consommation, de société. Est-ce que je partage mon lave-linge avec mon voisin de palier? C'est une question de choix de consommation. Question d'alimentation, d'habitat, de mobilité. On va regarder aussi quelles sont les technologies qu'on s'autorise à utiliser, comment les décisions sont prises, c'est la notion de gouvernance. Qui prend les décisions dans le monde de demain? Est-ce que c'est l'État qui décide de tout? Est-ce que c'est les collectivités? Comment cela s'équilibre? Quel est le rôle des citoyens aussi? La question des territoires aussi. Quel territoire fait quoi entre la métropole, les dom-toms, les zones de montagne, les zones rurales, les zones urbaines? Et puis des questions d'économie, à la fois au niveau macro, la croissance, le PIB, les investissements, et puis au niveau un peu plus micro, qu'est-ce que ça veut dire pour telle ou telle industrie, l'industrie du bâtiment, l'industrie automobile? Est-ce qu'on importe? Est-ce qu'on fabrique localement? Donc voilà, l'ADEME a essayé de brasser toutes ces questions. Et puis finalement, il y a une certaine notion clé, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de toute ma présentation, c'est comment on fait pour différencier ce que j'appelais tout à l'heure la face nord, la face sud. Là, ce n'est pas la zone exposée au soleil ou pas, c'est sous quels critères est-ce qu'on va différencier ces scénarios? Alors, il y a une première dimension qui est la sobriété. Je fais l'hypothèse qu'on va consommer moins. Consommer moins, mais de tout. Consommer moins d'énergie, mais consommer moins de bois, consommer moins de gravier, consommer moins de champs agricoles, consommer moins d'eau, consommer moins de tout un tas de choses. Donc cette notion est essentielle. Et en gros, plus vous allez vers la gauche, scénario S1 et S2, ils sont plutôt orientés vers la sobriété. Et plus vous allez sur la droite, scénario S3, S4, ils sont sobres, mais un peu moins. Alors c'est pas noir-blanc, c'est plus une question de curseur, mais c'est un choix essentiel. Une façon d'être sobre, c'est de mutualiser. Donc, je parlais tout à l'heure du lave-linge qui était partagé. On fait quand même l'hypothèse que le linge ne va pas être lavé à la main, qu'il va y avoir des machines pour le laver. Mais on peut faire l'hypothèse que votre machine qui est utilisée, qui tourne peut-être 1 à 2 fois par semaine, vous allez la faire tourner tous les jours parce que vous allez la partager avec votre voisin. Donc là, on est dans la mutualisation. Alors, encore une fois, c'est un peu caricatural,
Mais S2 est un peu dans une logique de mutualisation. Donc on consomme un peu plus qu'en S1, mais on le fait moins que d'autres parce qu'on mutualise. Et deuxième grande notion importante, c'est l'efficacité. Un lave-linge d'il y a 20 ans consomme plus d'eau et d'électricité qu'un lave-linge d'aujourd'hui. Le résultat est le même. Ça lave du linge, ça lave, je sais pas, 3 kilos de linge. Sauf que ça le fait avec moins d'eau et moins d'électricité. Donc c'est ça qu'on appelle l'efficacité. Ça, c'est un levier extrêmement important qui est activé dans tous les scénarios. Mais pour faire simple, on va dire que S3, c'est peut-être celui qui fait le plus levier sur l'efficacité. Et il y a encore d'autres moyens d'atteindre la neutralité, que sont ce que j'appelle la substitution, ou qu'on appelle aussi la décarbonation. Eh bien, au lieu de faire une mobilette qui est propulsée par du pétrole, on va faire une mobilette qui est propulsée par de l'électricité décarbonée. Donc on substitue le moteur thermique par un moteur électrique. Donc ça, c'est clairement les leviers des scénarios S3 et S4, surtout S3. Et puis, dernier levier, c'est celui de la compensation. On se dit, c'est pas grave, on émet, parce que de toute façon, tout ce qu'on émet, on saura le capturer et le mettre sous le tapis, l'enfouir, que ce soit dans les sols agricoles, que ce soit dans le tronc, dans les branches des arbres, dans la biomasse, ou que ce soit par des moyens plus technologiques que sont l'enfouissement géologique, où on va injecter le CO2 dans le sous-sol. Donc ça, c'est clairement l'option du scénario 4, où on fait le choix de l'enfouissement du CO2, l'enfouissement technologique, pas juste naturel. Alors, est-ce que... Je comprends, c'était spontané. Je comprends bien. Si vous pouvez justement noter vos questions, on aura à peu près 35 minutes tout à l'heure de questions-réponses pour pouvoir demander des précisions. Vas-y. Avec plaisir pour répondre tout à l'heure. Alors, ces scénarios ont des petits noms. S1, c'est génération frugale. Frugale parce qu'on est dans la sobriété, on consomme moins. Et génération parce que c'est vraiment un choix collectif. Et c'est un choix aussi qui va concerner les jeunes d'aujourd'hui, qui seront plus vieux demain, mais qui pourraient vivre cette sobriété. S2 s'appelle coopération territoriale. Comme je vous disais, on est dans une logique de mutualisation, de moyens collectifs. Donc ça suppose de se mettre d'accord à plusieurs, et en particulier de se mettre d'accord entre les territoires français. Parce que dans le monde de demain, si on consomme moins, il y a certaines industries qui vont décroître. Donc pour être très concret, il y a à peu près 15 cimenteries en France. Si on réduit de 70% la consommation de ciment, qui est un matériau qui émet énormément de CO2 par nature, au moment où on le fabrique, eh bien, il va falloir fermer un certain nombre de cimenteries et il faudra choisir lesquelles on garde. Et donc les territoires seront incités à discuter pour savoir qui garde sa cimenterie. S3 s'appelle technologie verte parce qu'il fait l'hypothèse qu'on va faire moins levier sur les réductions de consommation et plus sur l'ingéniosité humaine, sa capacité à imaginer des nouvelles solutions techniques pour faire la même chose qu'aujourd'hui mais en émettant moins. Et S4 s'appelle le pari réparateur. Réparateur parce que quelque part, quand on émet du CO2, on endommage la biosphère, on endommage la planète, mais on fait l'hypothèse qu'on saura réparer ça en retirant le CO2 qu'on a émis et en le remettant dans le sol, quels que soient les moyens. Mais ça s'appelle pari, et je réponds un peu à votre question, parce qu'en laboratoire on sait le faire, mais on ne sait pas le faire à une échelle colossale, à une échelle continentale, voire mondiale. Voilà, donc vous voyez un petit peu le continuum ou le curseur, comment il peut se placer d'un côté ou de l'autre, selon qu'on est plutôt dans la sobriété ou plutôt dans une consommation qui se maintient, mais en arrivant à gérer les effets de bord de cette consommation. Autre dimension essentielle de cette réflexion,
Il y a des choix à faire. Est-ce que ces choix sont faits par des incitations, des carottes, ou est-ce qu'ils sont faits par action contrainte, le bâton, pour prendre une image? En fait, l'ADEME ne prend absolument pas position là-dessus. Ça n'a pas été l'objet de tout ce travail prospectif que de décortiquer est-ce qu'il faut le faire de façon contrainte ou de façon incitative. Elle fait l'hypothèse qu'il y aura 0 émission en 2050 et elle se dit pour y arriver, alors il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc elle décrit les conditions pour y arriver. Est-ce que c'est faisable? Elle a quand même fait des choix de technologies qui ne sont pas trop futuristes, peut-être un peu sur S4, il y a un débat là-dessus, mais on sait très bien faire venir du gaz de Russie, par exemple, pour prendre un élément récent. On sait acheminer un gaz sur des milliers de kilomètres, c'est pas de la science-fiction, quoi. Et donc ce choix de est-ce que je laisse gentiment la société poursuivre des choix en incitant mais sans forcer, ou est-ce que je commence à mettre en place des réglementations qui contraignent? Ça ne fait pas partie du champ de réflexion et il est laissé typiquement à vous. C'est vraiment peut-être un axe majeur de votre réflexion de se dire ces choix-là qui s'imposent à nous de réduire telle ou telle chose pour être à la neutralité en 2050, par quels moyens on y va? Et je ne me prononcerai pas là dans les pages qui viennent, dans les planches qui viennent sur cette question. Alors je vous ai parlé de macro parce qu'on a brassé tout un tas de choses, mais la réflexion de l'ADEME est descendue beaucoup dans le détail de sous-sujets. Donc là j'en ai choisi un qui concerne particulièrement une métropole qui est celle de l'aménagement du territoire. Et juste pour illustrer, vous voyez que dans le Paris réparateur, on construit encore des aéroports. On ne le fait pas dans les autres scénarios. Donc il y a encore pas mal d'avions en S4. Pardon, la première colonne, c'est tendanciel, donc c'est ce qui va se passer si on ne fait rien du tout. Hein, c'est ça Alors effectivement, je ne vais pas parler de ce scénario qu'on appelle le scénario tendanciel. C'est le scénario de référence, c'est celui où on considère que si on ne fait rien, on arrête d'intervenir, on arrête de créer des nouvelles lois, de faire des nouveaux investissements dans des nouvelles technologies, eh bien, le monde d'aujourd'hui continuera de vivre et aboutira à une situation en 2050 qu'on a appelée de tendancielle. D'accord ? Ça permet de comparer entre les choix qu'on peut faire pour aller à la neutralité et le non-choix qui nous amènerait au tendanciel. Donc dans le tendanciel, par exemple, on construit encore beaucoup de routes. S4, par certains côtés, est assez proche du tendanciel. Que dire? En S3, on densifie l'habitat, donc on métropolise, on fait en sorte que la population se concentre dans des grandes métropoles, donc on vide un peu les campagnes. En S1 et S2, c'est un peu l'inverse. S1 et S2, on dit c'est bien, on a pas mal de métropoles, mais demain, on va le faire un peu moins, et on va réhabiter, réinvestir le rural. Donc la population sera plus répartie sur le territoire national, et donc ça a des impacts sur la construction, sur tout un tas de choses. Je vais prendre un autre exemple, les voies cyclables. Vous voyez qu'elles sont fortement mobilisées en S2. En S1, on est très sobre, donc on est tellement sobre qu'on limite les investissements financiers, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent en S1. En S2, on se dit c'est pas grave, on aura les moyens, donc on investit, et sur les voies cyclables, parce qu'on reste quand même dans une logique de sobriété, quoi. Voilà, donc c'était juste pour illustrer, on est dans un problème fractal, c'est-à-dire qu'il y a des grandes questions qui se posent, mais quand on regarde dans le détail, il y a aussi plein de grandes questions qui se posent, mais sur des sujets plus restreints. Et tout l'enjeu de ces scénarios était d'articuler le micro et le macro. Alors je vous emmène faire un petit tour dans ces différents scénarios. Je ne sais pas si je suis correct sur le temps.
Génération frugale. Alors il y a quelques mots-clés qui illustrent les choix de société qui sous-tendent ce scénario. Il y a le low-tech. On fait l'hypothèse qu'on utilise les technologies d'aujourd'hui. Voilà. Il y aura toujours des data centers en S1. Ils ont la même consommation en 2050 qu'aujourd'hui. Mais on n'invente rien de nouveau. Le localisme. On essaye de faire local. On habite près de là où on travaille et on consomme des choses qui sont produites, si possible, localement. Donc ça veut dire que quelque part, on relocalise un certain nombre de choses en France. Et 3 fois moins de viande. C'est une vraie rupture. C'est assez structurant, vous serez amené à en parler probablement. Il y a de la rénovation massive, c'est le scénario qui rénove le plus sur les bâtiments. Au lieu de les raser et de les reconstruire à neuf, on les prend tels quels et on les rénove. C'est un choix fondamental. Et puis, quelque part, il y a des nouveaux indicateurs de prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la façon dont on conçoit le bonheur, ce qui nous rend heureux, ou ce qui est un élément constitutif de notre prospérité, est revisité. On y intègre d'autres dimensions que juste le PIB, pour faire simple. Pour autant, c'est un scénario où le PIB croît plus vite que dans le tendanciel, alors que c'est le plus sobre et le plus contraint du point de vue de la consommation. PIB, donc c'est produit intérieur brut, c'est ce qui mesure le niveau d'activité économique. Et donc, S1 n'est pas la décroissance économique. S1 reste dans une logique de croissance du PIB, mais de décroissance de tout un tas de choses, physiques, matérielles, et en particulier la rénovation massive suppose quand même beaucoup d'investissements et crée de l'activité, typiquement. Mais aussi le localisme, le fait de produire local, ça soutient aussi l'activité. Et alors, dernier mot-clé, frugalité contrainte, parce que c'est un scénario où 50% des déplacements, pas en kilométrage, mais en nombre de trajets que je fais chaque jour. Si je vais une fois le matin pour emmener ma fille à l'école, une deuxième fois pour aller au travail, une troisième fois pour aller la chercher à l'école, et une quatrième fois pour aller faire les courses, sur les 4 trajets de la journée, il y en a 2 qui vont se faire à vélo. Une hypothèse forte de ce scénario. Donc frugalité contrainte, quand on est dans un tel changement, aujourd'hui on n'est pas à un trajet sur 2 en France à vélo, on est plutôt de l'ordre de 3%. Ça peut être vu comme une contrainte, donc c'est pour ça que ça s'appelle frugalité contrainte. Il y a des fortes ruptures. Alors quelles sont les conséquences de ces choix ? Là je me limite qu'à 2 dimensions du problème, que sont les gaz à effet de serre et l'énergie. Gaz à effet de serre à droite, énergie à gauche. Commencer par l'énergie, on est à moins 55% par rapport à notre consommation d'aujourd'hui. Forte, massive réduction de la consommation d'énergie. Il y aura toujours de l'électricité, en proportion plus qu'aujourd'hui. Il y aura toujours du gaz, en proportion beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y aura du réseau de chaleur, massivement plus qu'aujourd'hui, au niveau national. Pour la métropole, ça ne sera pas tellement un bouleversement, parce que vous avez déjà beaucoup de réseaux de chaleur. Et ces vecteurs-là seront fortement décarbonés, ça veut dire que le gaz sera surtout du biogaz, et que l'électricité sera surtout d'origine renouvelable. Et qu'est-ce que ça donne en termes d'émissions ? Alors ici, vous avez en orange, pour faire simple, le CO2 qui est émis. Donc aujourd'hui, on en émet à peu près 400 millions de tonnes par an en France. Et vous avez en vert la partie qui est capturée, pour faire simple, par les forêts. En S1, en 2050, vous voyez comment on réduit les émissions. On en émet encore un petit peu. On consomme encore un petit peu de pétrole pour le transport en S1. C'est assez curieux, mais c'est parce qu'on fait le choix du low-tech. On reste avec les technologies d'aujourd'hui.
Donc il y aura encore un peu de pétrole utilisé en 2050 pour certains usages très spécifiques. Et la forêt est bien préservée, bien vivante, et elle capte chaque année 42 millions de tonnes de CO2, plus que ce qu'on émet. Et donc au total, le pays est légèrement captateur de CO2 à hauteur de 42 millions de tonnes. Je passe au scénario S2. Je vous ai parlé de coopération tout à l'heure sur ce scénario. Que faut-il retenir? On est dans l'économie du partage, l'économie circulaire. On recycle, on réutilise, on répare. D'où ce petit signe ici. Une caractéristique essentielle de ce scénario, en plus des infrastructures partagées, et ça déclenche une réindustrialisation ciblée sur certaines activités qu'on peut relocaliser précisément à cause de cette logique d'économie circulaire. J'accélère un petit peu. Ce scénario est légèrement moins captateur que le précédent, mais il reste captateur. Et on commence à voir apparaître ce qu'on appelle les puits technologiques, donc qui sont un mode de séquestration qui s'appuie pas simplement sur la nature, mais sur l'action de l'homme qui va, comme je disais, enfouir du CO2 dans des poches géologiques, comme il existe aujourd'hui des poches géologiques dans lesquelles il y a du gaz. Là, on décroît de 53% la consommation d'énergie par rapport à aujourd'hui. C'est légèrement moins que le scénario d'avant, mais la logique est à peu près la même en termes de mix. Je passe au scénario S3. Tous les scénarios sont décroissants en termes de consommation d'énergie. Enfin, celui-là consomme plus que les précédents et on s'oriente sur d'autres choix. On utilise toutes les potentialités de la biomasse. En particulier, on va beaucoup méthaniser pour faire du biogaz. On est dans une logique de consumérisme vert, c'est-à-dire que oui, on peut continuer de consommer, puisque de toute façon, maintenant, on sait choisir entre un produit qui est polluant et un qui l'est moins, un produit qui est émetteur ou un produit qui l'est moins. Le consommateur peut choisir des produits qui sont plus vertueux. Il y a une régulation minimale qui permet d'offrir ce choix. Et contrairement à S1 et S2, on est dans une logique de métropolisation. S1 et S2, pour la métropole, ça veut dire que le nombre d'habitants va décroître. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à habiter plus à la campagne, dans des petits villages, dans des villes moyennes, et moins dans des métropoles. Alors que S3 et S4, la métropole continue de croître et continue de s'étaler, en particulier en S4. Et ce scénario fait l'hypothèse que là, on ne va pas rénover, on va raser et reconstruire. Et reconstruire avec des bâtiments très performants, très peu consommateurs d'énergie, avec une énergie grise aussi qui est réduite, avec des choix de matériaux qui sont vertueux, plus vertueux que le ciment traditionnel. En termes de bilan, qu'est-ce que ça donne? Là, on n'est plus tellement captateur, on n'est plus qu'à moins 9 millions de tonnes. En termes de bilan net d'émissions, on est à peu près à l'équilibre par rapport à la balance que montrait Clément tout à l'heure. Et la consommation d'énergie est réduite de 39% par rapport à aujourd'hui. Ça reste quand même considérable comme réduction, mais vous voyez, c'est moins sobre que le scénario précédent. L'économie ou le métabolisme, vous savez que nous, notre corps, on consomme de la nourriture et on chauffe. Donc on a ce qu'on appelle un métabolisme. On peut regarder la société dans son ensemble aussi comme un corps vivant avec un métabolisme. Le métabolisme de la société est plus élevé dans ce scénario. On consomme, on digère et on produit plus de déchets que dans les scénarios précédents. Et je termine par le scénario S4. Alors dans ce scénario, il y a quelque chose qui est certain. La consommation de masse se maintient comme aujourd'hui, à peu près.
on n'est pas tellement éloigné du monde d'aujourd'hui en termes de rythme de consommation. En revanche, il y a des incertitudes, technologies incertaines, en particulier sur la capacité de faire à échelle industrielle cette captation du CO2 dans l'air. Alors concrètement, ici, ça voudrait dire capter du CO2 au niveau de la méthanisation qui serait mise en place pour faire du biogaz, mais aussi des déchetteries, mais aussi des industries lourdes que sont la fabrication de dichlore et la fabrication de ciment. Il faudrait équiper ces usines avec des systèmes de captation du CO2 pour ensuite acheminer le CO2 par des pipelines vers les régions en France où on peut faire de l'enfouissement, l'Aquitaine, l'Île-de-France et la Norvège. C'est l'hypothèse de l'ADEME, c'est que la Norvège, qui est un gros producteur de gaz en Europe, pourra en fait remplir les poches de gaz qui sont devenues vides en y mettant du CO2. Et donc il y aura un double système de pipeline entre l'Europe et la Norvège pour y exporter notre CO2 et importer du gaz de synthèse, donc du gaz décarboné, qui viendra du nord de l'Europe pour alimenter la France. Donc la France et l'Europe seraient dans un système plus mondialisé, avec des échanges énergétiques importants avec le reste du monde, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On reste dans une logique d'agriculture intensive. On continue de consommer de l'avion pour les loisirs. Et l'étalement urbain, tel qu'il est enclenché aujourd'hui, continue de se produire. Les villes s'étalent. Alors au total, qu'est-ce que ça donne ? En termes d'émissions, on atteint tout juste l'équilibre à plus 1 million de tonnes dans ce scénario. Donc vous voyez que la partie grisée ne compense pas toutes les émissions. Alors il y a une petite erreur graphique, la partie verte est quand même négative. Donc il reste quand même des puits naturels, mais beaucoup moins. Pour tout un tas de raisons, à cause de l'agriculture intensive, à cause de l'étalement urbain, de la consommation du foncier et de la consommation de biomasse qui est très élevée. Tout ça fait que les puits technologiques réduisent dans ce scénario. Et on réduit nos consommations d'énergie de 23% par rapport à aujourd'hui. Donc même dans ce scénario, il faut quand même réduire de plus de 20% les consommations d'énergie. Et c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Alors chaque scénario a sa cohérence. Si on fait de la captation de CO2, alors on n'aura quasiment pas d'hydrogène. Ça ne vaudra pas le coup de mobiliser l'hydrogène. Par contre, en S3, on fait assez peu de captation et d'enfouissement. Et donc, du coup, il y a de la place pour l'hydrogène. L'hydrogène à usage direct pour le transport. Hydrogène pour faire du méthanol, par exemple, qui est indispensable pour les biocarburants. Donc vous voyez, chaque scénario a sa propre logique. On ne peut pas faire le choix, comme je disais, d'aller à la fois par le nord et par le sud. Je ne rentre pas dans le détail technologique de chacun des scénarios, mais on ne peut pas faire une chose et son inverse, quoi. Si on décide de faire de l'enfouissement du CO2, alors il n'y aura pas d'hydrogène. Et c'est vrai dans d'autres domaines. Si on décide de mettre sur les routes des pistes cyclables, on ne peut pas à la fois mettre des pistes cyclables et plus d'autoroutes au même endroit, quoi. Il y a des choix à faire et c'est précisément ce que vous allez faire dans les heures qui viennent. Quelques enseignements clés par rapport à ces scénarios. 1, c'est un chemin très difficile. C'est massif comme changement. Là, vous avez les 4 scénarios qui sont posés les uns à côté des autres. Vous pouvez les comparer en termes de levier. Donc, vous voyez, S1 ne mobilise absolument pas les puits technologiques, et plus vous allez vers S4, et plus ils sont mobilisés. Les scénarios S1 et S4 sont dits des scénarios risqués. S1 parce que si vous réduisez la consommation, il y aura certainement des gens qui ne sont pas contents. Et S4, si on continue de consommer comme aujourd'hui, mais qu'on fait l'hypothèse qu'on arrivera à tout enfouir,
Ça créera d'autres problèmes, à la fois de faisabilité économique, ça coûte cher potentiellement d'enfouir le CO2, on ne le sait pas trop aujourd'hui combien ça coûtera, et ça pose des questions d'acceptation de cette technologie, puisque on va mettre un gaz qui potentiellement peut être toxique à haute concentration, on va le stocker dans le sous-sol. Deuxième enseignement. Quel que soit le scénario, il faut réduire les consommations d'énergie. Même dans le scénario le plus optimiste, très technologique, il faudra quand même réduire les consommations. On réduit les consommations d'énergie, mais pour autant, on ne réduit pas tout. Vous voyez par exemple que les besoins en eau augmentent, alors qu'on réduit la consommation d'énergie. Il faudra plus d'eau demain en S4 qu'aujourd'hui. Quel autre enseignement? Les efforts ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Donc il faut réduire. Le secteur qui fera le plus d'efforts, c'est le transport. Le transport fait potentiellement moins 70% de consommation d'énergie en S1. C'est le domaine sur lequel il y aura plus de diminution des consommations. Ensuite, c'est l'industrie qui fera de l'ordre de moins 50%, suivi du bâtiment qui fera de l'ordre de moins 40% en S1. Donc les bouleversements les plus forts seront probablement sur le transport. Troisième enseignement, préserver le vivant est fondamental si on veut avoir cet équilibre, la balance entre ce qu'on émet et ce qu'on capture. Même dans un monde où on arrive à le faire de façon technologique, on aura besoin des forêts, pour faire simple, pour atteindre cette neutralité. Et donc si on veut des forêts en 2050, faut faire en sorte qu'elles soient encore là, encore vivantes, encore en bonne santé, avec des arbres qui n'ont pas de maladie, qui ne souffrent pas trop de la sécheresse, des espèces résistantes, des espaces qui sont préservés pour que cette forêt puisse jouer son rôle captateur. Et le vivant n'est pas juste là pour capturer du CO2, il rend tout un tas de services. Donc là, vous voyez les usages de la biomasse qui sont croissants dans les scénarios. Un usage dont j'ai déjà parlé, c'est la méthanisation, la capacité à faire du biogaz pour le substituer au gaz fossile. Mais c'est aussi, de façon classique, se chauffer, tout simplement. On la brûle pour faire de la chaleur. C'est aussi des produits biosourcés. Donc ça va être faire des sacs plastiques, mais avec un plastique d'origine végétale, par exemple. C'est ça qu'on appelle un produit biosourcé, un produit qui est fait à partir de dérivés de la biomasse. C'est aussi la pyrogazéification, qui est un pari qui est fait sur le scénario S3, qui consiste à savoir transformer en biogaz les déchets comme des vieux meubles. Dernier enseignement concernant ces scénarios, ça c'est assez évident, c'est le premier auquel on pense, et oui, il faut des énergies renouvelables. Alors il en faut vraiment beaucoup, en proportion. Vous voyez qu'en S1, c'est 88% de toutes les énergies consommées sont d'origine renouvelable, mais même en S4, on est quand même à une grosse majorité d'énergies renouvelables, plus de 70%. Et pour y arriver, il ne faut pas le faire juste sur l'électricité, avec les éoliennes et le photovoltaïque comme on connaît, il faut le faire dans toutes les énergies. Donc il faut faire des biocarburants, il faut le faire en diversifiant les sources, en faisant par exemple des micro-algues. Il faut le faire par la géothermie, par le bois. On fait feu de tout bois. Et ce n'est pas juste l'électricité qui sera renouvelable, mais ça sera aussi le gaz, ça sera aussi la chaleur, et ça sera aussi les carburants. Voilà. Tous les vecteurs sont concernés par cette transition vers le renouvelable. On va changer de voix. Pour terminer cette introduction avec 5 problématiques, 5 questions qui se posent quand on regarde les scénarios de manière transverse. Il faut aller dans le bon sens. La première question, c'est sur la sobriété. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait dans le premier bouquet. La sobriété, d'ailleurs, un des problèmes de base en français, c'est le terme de sobriété par rapport à d'autres pays où en anglais on dit sufficiency.
Sobriété, ça fait hérisser les cheveux pour ceux qui en ont, pas moi, de pas mal de gens, notamment les entreprises. On a l'impression que tout de suite, ça veut dire décroissance, etc. La sobriété, comme le disait Benoît, c'est consommer moins de services qui émettent du CO2. Voilà. Ça ne veut pas dire moins manger ou mal manger, ça ne veut pas dire arrêter de vivre, ça ne veut pas dire ne plus partir en vacances, mais c'est consommer moins de services qui eux-mêmes émettent du CO2. Donc concrètement, quand je fais du télétravail, je travaille encore, a priori, mais je ne me déplace pas, donc je n'utilise pas potentiellement un service qui consomme de l'énergie, alors qui peut être électrifié ou pas. Quand je ne mange pas de viande, que je prends un plat de légumes, je ne mange pas de viande, donc j'utilise pas, j'utilise pas un service nutritionnel en l'occurrence, c'est pas de l'énergie, qui émet du méthane, puisque c'est le problème de la viande, c'est les émissions de méthane des vaches et des bœufs. Voilà, donc la première question transverse, c'est jusqu'où est-on prêt à aller, ou a-t-on envie d'aller en termes de sobriété généralisée, subie, volontaire, etc. Et qui n'est pas que la sobriété des citoyens. Il y a évidemment, tout le monde a tendance à dire c'est une question de mode de vie, etc. Mais c'est aussi la sobriété des collectivités, c'est aussi la sobriété des entreprises. Comment s'organiser les entreprises, relocaliser, typiquement, peut réduire les transports des marchandises, etc. Donc ça, c'est une question majeure. Donc là, ça résume ce slide, cette question-là, transverse. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un des leviers qui est peu utilisé dans toutes les politiques, en France comme dans d'autres pays. On est d'abord à vouloir décarboner, utiliser des énergies qui n'émettent pas de carbone. On est d'abord sur l'efficacité, améliorer les moteurs, etc., pour consommer moins d'énergie, mais continuer à consommer. Et la sobriété, c'est pas super excitant, c'est pas super fun dans une politique à annoncer ou dans des élections. La deuxième question, c'est les puits de carbone. Alors c'est assez technique cette histoire des puits de carbone. Je vais me permettre une explication. Les forêts, les feuilles notamment, stockent du carbone. Les océans stockent du carbone. Donc il y a un stock colossal qui correspond à des années de consommation. Donc quand on parle de puits de carbone, c'est comment évolue ce stock. C'est pas est-ce qu'il y a du carbone qui est stocké, c'est comment il évolue. Par exemple, au niveau planétaire, on a un problème énorme au Brésil qui fait de la déforestation à outrance. Et les émissions de gaz à effet de serre du Brésil, c'est avant tout la déforestation. Ça veut dire qu'ils baissent le stock chaque année. Quand en Australie, il y a des feux de forêt colossaux comme il y a eu ces dernières années, ça amène des émissions colossales qui sont vraiment comparables à ce que l'activité économique émet par ailleurs. Donc quand on parle de puits de carbone dans un pays, c'est comment évolue le stock. Est-ce qu'on stocke de plus en plus ou est-ce qu'on stocke de moins en moins? Okay? Dans un bilan, quand on dit en France, ce qu'évoquait Benoît, qu'on va avoir des puits naturels, on a un puits. C'est que la taille du puits augmente. Et on a la chance en France, de fait, d'avoir un puits qui augmente parce qu'on a de plus en plus de forêts et qui peut augmenter encore plus. Alors c'est les forêts, c'est l'utilisation des sols, c'est l'herbe, etc. C'est plus large que ça. Mais il faut avoir en tête que c'est une dérivée, comme diraient les mathématiciens. C'est une évolution. C'est pas est-ce que dans l'absolu, il y a du stock. Voilà. Donc, l'utilisation des terres pose un gros problème. La question, c'est l'équilibre entre avoir plus de stock, donc ce qui tendrait à vouloir mettre de plus en plus de forêts, mais on veut aussi avoir les animaux qui soient plus dehors et utiliser et un système agricole qui soit moins intensif. On veut utiliser le bois comme biomasse pour potentiellement chauffer, construire. Donc cet équilibre autour de la biomasse et des puits pose une vraie question qui est pas, avec des réponses qui sont différentes selon les scénarios. Voilà, donc il y a la question des puits de carbone naturels, et après il y a la question des puits artificiels qui aujourd'hui n'existent quasiment pas, qui sont à l'étude depuis pas mal d'années. Il y a des prototypes, et donc il y a des paris plus ou moins audacieux sur la capacité à activer des puits artificiels, industriels, et à quelle vitesse ça viendra. Le troisième point, c'est le régime alimentaire durable. Alors, le régime alimentaire, ça ne touche pas que la question des émissions de CO2, c'est le bien-être, c'est
les relations qu'on va avoir avec la nourriture, le goût, etc. C'est aussi le bien-être animal. Et il y a des options qui sont très différentes, qui sont résumées là-dedans. Je vois que vous avez des documents qui résument tout ça. Sur le site de l'ADEME, on verra après, il y a énormément de documentation pour ceux qui ont envie des vidéos, etc., qui expliquent tout ça. Le quatrième, je crois que j'en suis au quatrième sujet transverse, c'est l'aménagement du territoire, on va dire, et le bâtiment. Artificialisation, précarité, rénovation. Donc dans les deux premiers scénarios, on est sur un arrêt net de l'artificialisation, ce qui est une promesse faite depuis longtemps dans beaucoup de pays, ce qui est un truc intenable, personne ne le tient, on continue à artificialiser pour des autoroutes, pour des aéroports, pour des rocades, pour des habitations, etc. Donc c'est un truc très très compliqué, parce qu'une fois qu'on a artificialisé, c'est assez dur de revenir en arrière. Et dans le cas de S1, S2, donc on arrête, on réutilise des surfaces d'ailleurs, et il y a une densification de l'habitat qui se fait de manière différente selon les métropoles, mais globalement une densification. Voilà. Et beaucoup de rénovations, alors que dans S3, S4, on peut continuer à consommer du territoire, et on est plus sur la technologie, comme l'évoquait Benoît. Mais donc des logiques d'habitation et d'aménagement du territoire qui sont vraiment différentes dans le rôle des villes, des grandes villes, des petites villes, et avec des impacts sur les transports, etc. Et le dernier point, c'est le nouveau modèle industriel ou économique de la vie des entreprises, des questions de PIB, d'emploi qui étaient évoquées. C'est les risques et les conséquences que posent ces différents scénarios. Voilà, donc les entreprises, alors, si on caricature, on va croire que les entreprises, par définition, elles vont vouloir aller vers le S4 en disant, bah oui, il y aura toujours du business, technologie, investissement, business, c'est super. C'est un peu moins caricatural que ça dans la réalité. Les entreprises se transforment, mais c'est sûr que quand on évoque des scénarios avec une baisse de la demande, de la sobriété, l'exemple des lave-linges, etc., moins on consomme de matériel et d'équipement, parce que quelque part, les émissions de CO2, on lavera autant notre linge. Donc c'est là, dans la construction des machines, etc., qu'on émet moins. Et donc évidemment, pour les industriels, ça pose des questions de réutilisation, de transformer leur économie pour faire des machines à laver, en l'occurrence, qui durent plus longtemps. Donc ça pose des questions, évidemment. Voilà. Et après, c'est aussi qu'est-ce que l'État donne comme orientation long terme par rapport à ça aux industriels pour qu'ils puissent se préparer eux-mêmes à se transformer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour approfondir? Quelques références qu'on retrouvera. Sur le site, alors vous avez un petit document, sur le site de l'ADEME, il y a un résumé exécutif, si on va dans le plus simple, 12 pages, qui est vraiment très rapide. Il y a le document de synthèse qui va un peu plus dans le détail que ce qu'on vient de dire, qui est intéressant à regarder. Il y a le document complet de 700 pages qui intéressera sûrement du monde. Voilà. Et il y a surtout un certain nombre de documents, voilà, des feuilletons qui sont parus, qui paraissent progressivement, qui analysent les impacts sur l'emploi, qui analysent les questions d'acceptabilité sociale, par exemple. Je viens de le lire, celui-là, c'est très intéressant. Ils ont fait réagir 30 citoyens ou foyers, je ne sais pas, sur leur manière de voir les différents scénarios. Qu'est-ce qui leur fait peur ou pas selon les sujets. Et c'est très riche, quoi. C'est typique. Bon, vous aurez vous-même les réactions, mais on voit des choses sur l'acceptation, etc. Et il y a tout un tas d'éclairages qui sont faits sur les matériaux, l'agriculture, etc., qui sont à regarder. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez les remercier. Vous retrouverez sur J'en parle la plateforme qui nous est commune, là, justement, à la fois la présentation de ce matin, les liens pour aller vers le site de l'ADEME. On y a mis, ou on va y mettre, je crois, 2 ou 3 vidéos qui reprennent la même chose que ce qui a été présenté ce matin sur des formats différents. Il y a un format 4 minutes, il y a un format 20 minutes, il y a un format 1 heure. Enfin voilà, on va vous mettre tout ça pour que vous puissiez travailler si vous le souhaitez et continuer de réfléchir. Une chose très importante qu'il faut absolument que vous reteniez pour aujourd'hui, on ne va pas ce week-end vous demander de choisir un des 4 scénarios. Ça n'est pas le but du jeu. Ce qu'on va vous demander,
c'est que vous construisiez, en regardant dans les scénarios, c'est pour ça qu'on vous les présente, que vous construisiez votre propre vision de l'avenir de la métropole en 2050. Hein. Le but du jeu, c'est pas dimanche soir de voter entre le scénario 1, 2, 3 ou 4. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que vous construisiez ensemble votre propre vision. Et s'il y a 2 ou 3 visions différentes, c'est pas grave. Peut-être que vous ne serez pas tous d'accord sur le monde dans lequel vous voulez vivre en 2050. Ça, c'est pas grave. Mais le but du jeu, c'est pas de choisir les scénarios. Alors, on a une petite trentaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions. Comme tout à l'heure, ça existe votre truc, là. Et donc, celle-là, on l'a bien notée. On va les prendre par paquet de 3 ou 4. Peut-être qu'on n'arrivera pas à toutes les prendre, mais on va en prendre le maximum. Allez-y, n'oubliez pas de redire votre prénom quand vous prenez la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Harout. En fait, j'ai une question par rapport sur la globalité de ce que vous avez présenté. J'aimerais savoir si on n'aurait pas de surprise en fait par rapport à la diminution de carbone émis dans l'atmosphère. Je m'explique. C'est-à-dire que la diminution de l'émission, est-ce qu'elle peut avoir un effet sur la captation, le niveau de captation qu'on peut avoir de manière naturelle? Je pense notamment au mécanisme de feedback qui existe au niveau biologique. C'est-à-dire quand on intervient sur un élément, on se rend compte que mathématiquement, ça ne fait pas le résultat qu'on attend. Ma question, elle concerne les simulations. Donc, c'est-à-dire que je parle d'osmose, par exemple, on va diminuer la quantité de CO2 dans l'air. Est-ce que ça ne va pas ralentir la captation? Voilà. Merci. Question high level, technique. 2 questions ici, puis après une ici. Allez-y. Oui, tout à l'heure, quand vous avez présenté... Pardon, je m'appelle Françoise. Merci. Bonjour Françoise. Bonjour. Tout à l'heure, quand vous avez présenté les scénarios, vous avez dit que, en fait, j'ai cru comprendre que quelque part, ils pouvaient s'exclure mutuellement d'une certaine façon, parce qu'il y a une logique interne. Mais malgré tout, ma question, c'était, est-ce qu'on peut imaginer des combinaisons quand même, parce que je pense que c'est la seule façon de s'en sortir. Enfin bon, c'était ma question. Merci beaucoup. À côté. Bonjour, donc moi c'est Laurent. Moi j'ai une question assez précise. On parle pas mal de l'hydrogène, surtout sur les scénarios 1, 2, 3. Dans la consommation, on dit c'est hors consommation électrique pour fabriquer l'hydrogène. On en est où aujourd'hui sur l'hydrogène? Notamment, est-ce qu'on a justement estimé la consommation électrique nécessaire pour produire l'hydrogène? Je pense que ma question est, j'espère, assez claire. Merci beaucoup. Allez, on en prend encore 2 et puis on fera une première salve de réponses. Oui, bonjour Olivier. J'avais une question sur le gaz décarboné. Parce que ce qu'on utilise comme gaz aujourd'hui, c'est du gaz carboné. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Merci. Et puis alors, monsieur ici, en plein milieu, je reviendrai après, Evelyne. Bonjour, je suis Francesco. On parle donc de la période 2050. Est-ce qu'on sera prêt pour les énergies renouvelables de nous passer du nucléaire? Bon, parce que je sais qu'il y a pas mal de projets de PR. On voit le temps que ça met pour sortir. Si on part sur des EPR, est-ce qu'eux, ils seront capables d'être construits avant 2050? Et comment on bascule de énergie renouvelable, de nucléaire à énergie renouvelable? Merci beaucoup. Allez, première salve de réponse. J'ai aussi une question que j'aurais voulu poser. Une observation. Alors. Le micro. Après, je reviendrai vers vous après. Je suis désolé. C'est du transport. Ouais, c'est de la dépense d'énergie humaine. Ça va. Jusque là, ça va.
Pardonnez-moi, je voulais juste faire une observation, parce que vous avez beaucoup parlé de ciment, ça m'a un peu interpellée. Et je voulais quand même expliquer que, par exemple, la société Vicat, qui est une grosse société sur notre région et qui est un gros pourvoyeur d'emplois, a créé, il n'y a pas très longtemps, un ciment décarboné. Voilà. Donc la technologie peut nous permettre aussi d'évoluer, et je tenais à le préciser parce que c'est vraiment une innovation française, voire même mondiale, en matière de ciment, et qui est très intéressante. Allez, on y va. Qui démarre? Allez. Alors, par rapport à la question de l'effet de rétroaction, si j'ai bien compris, quand le CO2 augmente dans l'atmosphère, la capacité de la nature à l'absorber évolue. C'est une réalité, mais ça n'a pas été dans le champ d'investigation de cette étude. On ne s'est pas intéressé à la biosphère. Ce n'est pas des climatologues qui ont travaillé. Hein. C'est des experts technologiques, économiques. Donc c'est un sujet intéressant, mais ce n'est pas l'objet de l'étude, en fait, tout simplement. Après, la question de est-ce que les scénarios sont forcément mutuellement exclusifs? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ils ont chacun leur cohérence. Si on fait vous allez réfléchir vous-même à créer votre propre scénario. Il ne s'agit pas de dire vous êtes forcé de prendre S1, S2 ou S3 ou S4. C'est juste de dire quand on construit un scénario, on s'attache à ce qu'il ait sa cohérence interne. Voilà. Et donc, en théorie, tout est possible. Voilà. Il faut juste être conscient des conséquences que ça a, que de faire des choix qui peuvent être parfois contradictoires, mais tout peut s'articuler. C'est aussi une question de moyens, de coûts. Troisième question sur la production d'hydrogène. Alors c'est une question qui a été pas mal creusée par l'ADEME. Donc oui, il faut beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, à tel point que en S3, qui est le scénario qui en consomme le plus, une bonne partie de cet hydrogène, il est fait l'hypothèse qu'il sera importé de l'étranger, de pays qui ont la faculté de le produire à moindre coût qu'en France. Quatrième question, que fait-on du gaz fossile qu'on ne consomme plus, si j'ai bien compris la question? Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le gaz dit naturel, il est extrait du sol. Demain, on arrêtera de l'extraire du sol, tout simplement. On le laissera là où il est, et là où il est depuis des millions d'années. La question, c'est est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? Alors l'étude ADEME n'a pas traité cette question. Elle n'est pas rentrée dans le détail du bouquet énergétique électrique spécifiquement. Elle s'est intéressée à d'autres vecteurs. Et d'une certaine façon, elle a laissé la question à RTE, qui est un autre opérateur de l'État, qui lui gère les lignes haute tension. Donc RTE donne une réponse à cette question, mais Négawatt en donne une autre, typiquement. Donc il y a un débat, mais qui n'est absolument pas tranché par l'ADEME. Et le ciment, alors quand j'en ai parlé, j'ai fait attention à parler du ciment classique, parce qu'effectivement, il y a un ciment vert qui est très faiblement émetteur, qu'on sait fabriquer. Voilà. Ceci dit, ça pose quand même des questions, parce que c'est un ciment qui coûte plus cher. C'est comme le renouvelable. Le renouvelable, au début, ça coûte plus cher. Après, on peut faire, c'est vrai dans un certain nombre de domaines, ça devient compétitif. Et le ciment vert, aujourd'hui, coûte plus cher, mais demain, est-ce qu'il sera plus compétitif? Je ne sais pas répondre à cette question, mais elle se pose. Merci beaucoup. Alors, vous, monsieur, vous aviez une question. Oui, sur la première question de tout à l'heure, non, celle qui a été posée pendant que vous interveniez. Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça existe ou pas, ce stockage? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on stocke du gaz en France. Donc on fait venir du gaz de très très loin. Vous avez des pipelines qui viennent du centre de la Russie, c'est à plus de 6000 km. Et on sait stocker du gaz dans le sous-sol. Le gaz, s'il se mélange à l'air, il devient explosif. Donc les scientifiques, les industriels, savent déjà manipuler des gaz dangereux, et de façon massive. C'est des grosses cocottes minutes qu'on a dans le sous-sol, c'est du gaz. Et donc, on sait aussi, de façon expérimentale, stocker le CO2 dans le sous-sol. Ça a été fait en France, ça a été fait aux Pays-Bas. Aujourd'hui, de façon expérimentale, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, on ne le généralise pas à cause de ce coût actuel.
Mais on peut imaginer demain que si c'est fait à grande échelle, pareil, on saura le faire à moindre coût. Donc technologiquement, on sait le faire à petite échelle, à grande échelle, on sait, il y a quand même des incertitudes. Un mot. Oui, je vais faire un petit commentaire pour compléter, c'est que l'Agence internationale de l'énergie fait des scénarios, et pour arriver à décarboner en 2050, il parie beaucoup là-dessus. Ce qui est très clair, c'est que ça ne résout rien dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Donc c'est un peu la question du S4, du scénario S4, qui est de dire tous les investissements qui sont faits, d'ici 2030, il ne va pas se passer grand-chose. Le temps de développer les technologies qui n'existent pas, et par exemple celle du captage, d'ici 2030, on n'a pas vu les trajectoires, mais d'ici 2030, les émissions augmenteraient avant de baisser un jour grâce à tous ces trucs-là. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a quelle vie on aura en 2050, mais quel est, à un moment, c'est aussi quel est le chemin qui peut y mener. Merci beaucoup. Alors, monsieur ici, et puis j'ai vu 2 questions là-haut, madame qui veut y revenir, et puis sa voisine. Oui, il y a un paramètre que je n'ai pas vu, c'est un paramètre si on veut, c'est la population. Comment on envisage la population au niveau de la France, de la métro d'abord, de la France et mondiale. Et je pense quand même que c'est un élément important parce que l'ère industrielle, ça a été aussi une ère d'augmentation considérable de la population mondiale. Merci. Alors, allez-y. Bonjour Valérie. Moi j'aurais une question. Donc on l'enfouit, ce CO2. On est bien d'accord. On continue. Pardon. On enfouit ce CO2. On continue à en produire. Il n'est pas absorbé par la Terre. En fin de compte, c'est comme le gaz. On se met une bombe atomique sous les pieds parce qu'un jour ou l'autre, il ressortira bien. Non ? Tenez, donnez le micro à votre voisine. Merci. Bon, j'avais la même question que Valérie, mais les conséquences à long terme de l'enfouissement. La deuxième question, c'est... Et votre prénom ? Agnès, pardon. Vous dites qu'il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène, et un des scénarios, c'est de le produire loin, mais on raisonne à l'échelle planétaire. Donc, quelles sont les conséquences sociales des solutions hydrogènes ? Merci. Alors, en descendant là, juste devant vous, monsieur, madame, tenez, retournez-vous, vous aurez le micro. Ok, moi c'est Vincent. J'aimerais faire une observation et poser une question, mais j'ai peur que la question me revienne après. L'observation, c'est que j'ai l'impression qu'on est comme dans une basse-cour. Et dans la basse-cour, quand la poule pond son œuf, on ne demande pas au coq d'avoir mal aux fesses à sa place. Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup d'industrie, parce que dans tout ce problème, dans la problématique, nous, les citoyens, on produit beaucoup moins que les industries. Et je vois qu'il y a pas mal de commissions, et l'ADEME a réfléchi, ils ont fait des scénarios, on nous demande de faire une contre-proposition ou au vu de leur scénario d'en produire un. Mais la question que je me pose est pourquoi est-ce qu'au-delà de tout ça, on ne rendrait pas ces questions supranationales, au-delà de tout? Parce que on a vu, avant les élections, on a vu tous les intérêts qu'il y avait. Parce qu'on a beau réfléchir, mais quand un gouvernement arrive avec sa politique, il peut tout mettre à la poubelle et décider d'une nouvelle orientation. Donc, comme on le fait pour la Constitution, comme on fixe des règles qui sont figées dans du marbre, qu'aucun gouvernement ne peut déplacer, pourquoi est-ce que ces questions environnementales, on ne les figerait pas dans le marbre en les rendant vraiment supranationales, de sorte à ce que les gouvernements successifs ne s'en débarrassent pas, ne s'en défassent pas. Merci. Ce que vous voulez dire, c'est avoir une continuité dans les politiques mises en œuvre. C'est cela. La dame juste devant vous, et puis après on ira par là-bas parce qu'il y a aussi des questions de ce côté-ci. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Radia. Et en fait, je voudrais savoir, parce qu'à Paris, ils sont en train de découper plus de 250 arbres juste pour créer des nouveaux immeubles. On aimerait savoir pourquoi ils découpent, sachant que là-bas, on parle d'écologie et on commence à en parler encore aujourd'hui. Je propose qu'on reste centré sur la métropole de Grenoble, parce que si on importe ici les débats parisiens, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, je peux vous le dire. Merci. Alors, de l'autre côté, madame là-haut. Merci. Bonjour Aurélie. Donc,
Question assez simple. Dans le scénario 1, vous me dites que le PIB augmente, donc il n'y a pas de décroissance. J'aimerais savoir pourquoi, comment, sur quels critères. Alors, on va peut-être, parce que sinon on va oublier, on va peut-être répondre à ces premières questions. Je réponds juste à la première question de monsieur sur la question de la population. En fait, l'ADEME fait l'hypothèse, dans les 4 scénarios, de la même évolution de population au niveau national, aux environs de 70 millions d'habitants en 2050. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que quand on décline l'exercice au niveau territorial, ok, 70 millions en France, mais combien dans les métropoles, combien dans tel ou tel territoire? Donc nous, on a fait une déclinaison aussi suivant que le scénario soit plus un retour vers les espaces ruraux et périphéries ou vers la métropole, on a fait des ajustements de la population métropolitaine. Merci. Alors la question sur le devenir du gaz CO2 qui est enfoui. Alors je ne suis pas géologue, hein. Je vais vous donner un premier niveau de réponse assez basique. Il est fait l'hypothèse que ce CO2 va subir la même transformation que celle qu'il y a eu il y a des millions d'années et qui a amené à la production de calcaire, lequel ensuite est utilisé pour faire du ciment, quoi. Donc à court terme ça reste du gaz, mais sur des millions d'années il est fait l'hypothèse que ça redevient du calcaire dans le sous-sol. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est bien des millions d'années. On a le temps de voir venir quand même, hein. En attendant, on a du gaz. Merci. Troisième question. Ouais, moi, je vais bien répondre sur 2 points là, sur à la question de Vincent, sur la poule et l'œuf. Il y a un enjeu majeur, mais pas qu'au niveau national, de continuité des politiques. C'est au niveau national, au niveau international, au niveau local, au niveau des entreprises, au niveau des citoyens. Ça, c'est très clair. C'est ce que je ne sais plus qu'appeler la tyrannie de l'horizon. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens qui sont au pouvoir, dans les entreprises, à une mairie, dans un pays, sont des gens dont les mandats, les résultats sont évalués sur quelques années. Alors que là, on parle d'un truc qui est derrière. Donc c'est un problème de fond, mais pas que au niveau des États. Donc la question de est-ce qu'il faudrait avoir des choses dans la Constitution, je pense qu'il y a la réponse dans la question. Voilà. Mais c'est un vrai problème de tous les pays. Il y a des pays qui ont commencé à mettre des choses dans leur constitution. Il y a des pays pour lesquels des ressources naturelles sont considérées comme avoir des droits, des sujets de droit. Donc il y a les forêts peuvent être défendues à des procès, etc. Il y a des débats, et il y a concrètement des pays où ça commence à avoir des procès là-dessus. Et le droit commence à donner raison, là, y compris en France. Sur le PIB, dans le scénario S1, ce qu'il y a derrière, il y a un dossier économique qu'a publié l'ADEME. Ce qui est expliqué, c'est que l'impact des différents scénarios sur tout ce qui touche au scénario en termes d'activité, via la rénovation, etc., via la production avec les low-tech, en termes d'emploi et d'activités économiques liées à ces activités, n'évolue pas négativement. Donc, par contre, il y a des transformations assez importantes dans des filières. Par exemple, dans S1, on construit beaucoup moins de neuf, mais de toute façon, dans les 3 scénarios sur 4, il y a un enjeu de transformer la filière bâtiment pour aller beaucoup plus vers la rénovation. Et le message principal est de dire qu'il y a, économiquement et en termes d'emploi, qu'il n'y a pas de perte d'emploi nette dans ce scénario-là. Merci. Il y avait une question sur les conséquences sociales de l'hydrogène. Oui. Alors, l'hydrogène a fait le choix, l'ADEME a fait le choix dans ses scénarios de ne pas utiliser l'hydrogène pour les voitures. Elle le réserve à des usages spécifiques, dans le transport en tout cas, sur du transport longue distance où il est très difficile de substituer le pétrole par autre chose que l'hydrogène. Donc elle fait l'hypothèse d'un usage très spécifique. Cet usage rend des services à la société. Les conséquences sociales, je ne sais pas répondre de façon exhaustive à cette question de l'hydrogène. Simplement, ce qu'on peut retenir, c'est que le poids de l'hydrogène dans le bouquet énergétique global, dans les scénarios ADEME, reste extrêmement modeste. On est de l'ordre du %, sur le total de l'énergie consommée.
Oui, un complément. Pour compléter, on travaille avec le Maroc. Le Maroc rêve de produire. Le Maroc a un potentiel de production d'électricité renouvelable colossal et rêve d'exporter, de développer son industrie autour de ça. Donc il y a des pays, demain Tunisie, Algérie, c'est la même chose. Mais de fait, les projections de consommation du rôle de l'hydrogène, il y a des hauts et des bas, ça fluctue. Quelque part, dans les différents scénarios de l'ADEME, ça reste relativement faible et limité à des secteurs précis. Et il faut d'abord commencer par utiliser de l'hydrogène vert dans l'industrie, là où l'hydrogène aujourd'hui utilisé dans l'industrie est encore émissif, et sur les transports. Donc ça reste effectivement de quelques pourcents dans les différents scénarios. Merci beaucoup. Alors, Madame là-bas a une question, le monsieur devant elle. On en prend trop. Il nous reste 5-6 minutes, donc on ne va pas en prendre beaucoup, mais allez-y. Je m'appelle Elodie. Je voulais poser une question sur la prospective. Dans ces 4 scénarios, est-ce que vous avez pris l'actualité, c'est-à-dire la pandémie, les guerres, voilà, par rapport à vos scénarios, et bien sûr l'impact que vous aurez au niveau de vos données. Voilà. Alors, ce n'est pas les leurs, mais ils vont répondre quand même. Et merci de faire comme vous, c'est-à-dire de rester vraiment sur les scénarios pour les questions. Allez-y. Félix, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous donner un petit rapprochement entre les 4 scénarios ADEME et ceux de RTE, de Negawatt et de Shift Project, en 30 secondes, parce que sinon c'est pas drôle. Ou nous proposer plus tard un tableau pour voir comment ils se placent par rapport les uns aux autres, quoi. Et aussi, comme à la dernière session, on nous avait dit que la métro n'avait pas un budget extensible, en fait, lesquels de ces scénarios on peut mettre en place chez nous avec le budget qu'on a. Voilà. Ouf, là, je vous donne 5 secondes de plus et ça va bien le faire. Tenez, ici, le jeune homme là, qui est là, juste devant. Merci Nina. Il y aura encore 1 ou 2 questions après. Allez-y. Merci, moi c'est Antoine. J'ai compris une contradiction entre les 2 discours. J'ai eu l'impression que dans le premier, la frugalité revenait à avoir une population plus rurale, et dans la deuxième, une densification de la population. Et je me demandais comment ça pouvait être compatible. Et toujours dans la même question de la frugalité, je me demandais comment une population plus rurale pouvait être plus frugale. Et j'attends à la réponse avec une amélioration de l'isolation, mais étant donné qu'un immeuble isolé est plus efficace qu'une maison isolée, je me demandais comment c'était possible. Voilà, merci. Merci beaucoup. On est bon ? Allez, réponse s'il vous plaît à ces simples questions. Actualité et guerre, la réponse est non, c'est pas pris en compte. C'est l'un des problèmes des scénarios. Nous, on pousse régulièrement à ce que les scénarios regardent des chocs. Par définition, il n'y en a pas beaucoup qui sont prévus, des chocs, dans ceux qu'on a vécu. Et on sait qu'il y en aura, on ne sait pas toujours lesquels. Et voilà, les banques, vous savez, font des stress tests maintenant, ce genre de trucs, mais pas sur ce genre de scénario. Ce qui pose des questions, mais parce que de fait, ça amène des choses. Maintenant, ce qui s'est passé avec la pandémie, quand on regarde sur le long terme, malheureusement, nous on a vu, ça a baissé les émissions de CO2, ça revient et on est reparti sur comme en 14. Donc, quelque part, s'il n'y a pas de changement structurel, le choc de la pandémie n'a pas changé énormément de choses. La comparaison des scénarios, ça moi je peux répondre, je pense. Alors Negawatt ne fait qu'un scénario qui est résolument orienté sobriété, efficacité et renouvelable, qui se positionne entre S1 et S2, assez proche de S2, on va dire. Voilà. Ils discutent ensemble assez régulièrement. RTE fait des scénarios qui sont électriques, sur le mix électrique, les investissements. Ils vont moins loin sur la demande. C'est très technique, c'est complémentaire, on va dire. C'est super intéressant sur l'aspect technique et le mix énergétique. Mais c'est quand même un peu orienté, qu'est-ce qu'on fait comme investissement ? Ça pousse moins les questions de demande. D'ailleurs, dans vos questions, il y a 70% de questions sur le mix énergétique et pas tellement sur la demande, si je peux me permettre.
alors que c'est vraiment, c'est un des problèmes des travaux et de demain, c'est de regarder comment baisser la consommation. Il se réserve ça pour cet après-midi. Alors, sur la... Oui, sur la première question, sur la question des coûts des scénarios, donc il y a un feuilleton qui est sorti de l'ADEME qui commente les coûts d'investissement, l'impact sur le PIB, l'emploi. Donc ça donne des ordres de grandeur, ça permet de comparer un peu, contraster les scénarios sur cette dimension-là. Par contre, répondre ce que ça veut dire à l'échelle de la métropole, c'est trop prématuré à ce stade pour être capable de dire ce que ça voudrait dire à l'échelle locale. Enfin, ce qui est vrai au national n'est pas forcément vrai au local. Il faut avoir beaucoup de précautions quand on prend les chiffres nationaux et qu'on essaye de décliner ça localement. Dans les grandes lignes, S4 est celui qui déclenche le plus d'investissements par rapport à S1. Et donc en théorie le plus d'activité économique, mais tout cela est en cours de digestion par un certain nombre d'experts. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse de ces premiers résultats. Merci. Sur la question de la population, il faudrait qu'on reprenne dans le détail. Je pense, et c'est un peu contradictoire comme on l'a dit, le S1, S2, il y a en tout cas, il y a un mouvement qui va contre les grosses métropoles et vers le développement des petites villes. Donc, dans les deux scénarios S1 et S2, après la population rurale à proprement parler, moi, je n'ai pas le chiffre en tête, mais par contre, il y a vraiment un mouvement, il y a un développement dans S1, par exemple, des petites villes, 30, 50 000 habitants, etc. Ça, fortement. Et les grandes métropoles, dont Grenoble ne fait pas nécessairement partie directement, mais c'est là que la population baisse, et avec un développement de petites et moyennes villes. Si je peux compléter, alors effectivement, il y a une opposition entre ruralité et densification. S1, S2, on est plutôt sur la ruralité. S3, S4, on est plutôt sur la densification. Les voies pour atteindre cette sobriété sont différentes. Donc oui, peut-être que le bâtiment va moins consommer quand c'est des immeubles qu'en rural. En revanche, l'hypothèse très forte qui est faite en S1, S2, c'est que les gens se déplacent moins. Parce qu'ils travaillent à côté de là où ils vivent et ils consomment à côté de là où c'est produit. Donc peut-être que sur le bâtiment c'est moins performant, mais sur le transport c'est beaucoup plus sobre. Merci beaucoup. Je crois que ce coup-ci on a été complet.